On l'a prébaptisé championnat du siècle, un nom qui affiche beaucoup de promesses, mais Dieu que cette compétition est attirante. Les clubs se sont renforcés, certains ont beaucoup dépensé, jamais la compétition n'a paru aussi ouverte. Bordeaux, Lens, Lyon, Marseille, Monaco, Paris, ils sont 6 à sembler pouvoir viser la victoire finale dans ce championnat qui est désormais celui du pays des champions du monde. À tout seigneur, tout honneur, c'est le champion de France en titre qui ouvre la saison. Logique donc que le premier but du championnat soit un but bordelais. Il est inscrit par Hervé Alicarte face à Bastia. Les champions girondins débutent victorieusement mais difficilement, 3-2 seulement. Comme la saison précédente, on se dit en cette fin de juillet 99 que le duel Bordeaux-Marseille vaudra le déplacement. L'OM qui a recruté entre autres un nouvel attaquant, Ibrahima Bakayoko, en provenance d'Everton. C'est lui qui inscrit le premier but olympien face à Sedan. Dans un stade Vélodrome bien entendu archi-plein, l'OM de Courbis se balade et l'on est alors loin, très loin d'imaginer la situation des deux clubs en présence lorsqu'ils se retrouveront 10 mois plus tard pour le match retour. Car pour cette sortie initiale, les deux équipes confirment ce que les observateurs pensent d'elles, à savoir que Sedan est un gentil promu qui aura bien du mal à éviter la descente et que l'OM des Maurice, Ravanelli, Pires et Dugarry, qui inscrit le deuxième but, est l'un des grands favoris pour le titre de champion. Et puis, tout le monde le sait, Roland Courbis est un magicien capable de tirer de son chapeau des inconnus qui brillent, comme Jamel Belmadi. Première apparition au Vélodrome pour l'ex-stagiaire du PSG, premier but en première division. Première impression trompeuse donc, l'OM déroule, l'OM sait faire face à la pression et l'OM s'installe déjà, pense-t-on, à la première place du classement. La pression, il y a ceux qui la connaissent et ceux qui la découvrent. L'Olympique Lyonnais, par exemple, qui a cassé sa tirelire 116 millions de francs pour arracher au Football Club de Barcelone Sonny Anderson. C'est un record pour le championnat de France, dont le Brésilien s'annonce comme la superstar. Bernard Lacombe doit s'y faire, il a un effectif taillé pour le titre et ça commence très mal. Sans Anderson blessé, l'OL débute la saison à Gerland face à Montpellier qui a joué la carte nantaise avec le recrutement de Wedek et Pedros, même si c'est un autre ex-nantais qui ouvre le score, Patrice Loco, face à des Lyonnais totalement chloroformés. Car si on attendait l'OL de Lacombe, la leçon c'est bien le Montpellier de Jean-Louis Gasset qui la donne avec un deuxième but magnifique. Cédric Barbosa récupère le ballon au niveau de son point de corner. La contre-attaque des Rouges se développe magnifiquement. Et à l'arrivée, c'est à nouveau Barbosa qui, avec beaucoup de sang-froid, bat Grégory Coupé. C'est la première grosse surprise de la saison. Montpellier gagne à Lyon 2-1. Deux nouvelles têtes sur les bancs français en ce début de saison. Pas vraiment nouvelle en fait pour Antonetti, de retour du Japon. Il revient à Bastia. Francis Smericki, lui, atterrit au Havre avec pour mission d'assurer le maintien. Le maintien qui est l'objectif déclaré de l'AS Saint-Étienne, qui elle aussi retrouve la première division. Pour ce grand retour, les Verts débutent à Monaco. Le club de la Principauté a recruté un certain Marco Simone, qui ouvre le score dès la 11e minute de jeu. Le deuxième but monégasque sera marqué par David Trezeguet, un bon raccourci de la saison qui va suivre, mais la belle surprise de ce match très spectaculaire, c'est la qualité du jeu stéphanois. Les Verts marquent 2 buts et repartent avec le point du match nul. Les Verts qui ont séduit tous les observateurs. On n'a pas parlé du PSG, normal. Les Parisiens restent sur une saison catastrophique. On ne sait pas trop ce qu'ils vont pouvoir donner dans cette compétition. Lors de la première journée, le PSG avait battu péniblement le promu 3 au Parc, 1-0. La deuxième sortie des Parisiens est plus délicate, mais bien maîtrisée. Laurent Robert, l'ex-Montpellierin, marque 2 fois et le PSG s'impose à Rennes 3-1. Des Rennais, il est vrai pas très heureux avec les décisions de l'arbitre du match. Après 2 journées, seules 2 équipes ont le maximum de points, 6 sur 6. Le PSG et Nantes. Nantes ici en blanc, vainqueur à Geoffroy Guichard 2-0.
Manifestement, le jeu à la nantaise n'est pas mort. Même si ce match s'est disputé sur une pelouse peu propice au jeu à une touche de balle. Il fallait vraiment avoir du mérite pour bien jouer au ballon ce soir-là à Saint-Étienne. Deux équipes à 6 points, voilà en tout cas qui annonce bien une saison un peu folle, une saison dans laquelle l'AS Monaco a du mal à rentrer. Déjà tenu en échec, on l'a vu, par Saint-Étienne à Louis II, les Monégasques sont cette fois battus par Lens, 1-0, un but collectif splendide, conclu par Daniel Moreira. 1 point en 2 matchs pour Monaco. Fabien Barthez, le gardien champion du monde, n'apprécie pas du tout. Il nous dit ce qui est important pour lui. C'est ce qu'on a entre les jambes, c'est tout. Donc il n'y a que comme ça qu'on peut gagner quelque chose. C'est ce qu'a fait Lens ce soir, c'est ce qu'a fait Saint-Étienne la semaine dernière. Et voilà, donc nous on n'en a pas et voilà le résultat. Donc je pense qu'il n'y a pas 50 000 solutions, il faut arrêter de dire ceci, cela. Paris a donc pris la tête du classement avec Nantes. Paris qui accueille Metz lors de la 3e journée dans un parc comme toujours plein. Les Parisiens montrent vite qu'ils n'ont pas l'intention de revivre une saison crispante comme la saison précédente. Dès la 5e minute, Jimmy Algerino ouvre la marque. Certes, Mérieux égalisera rapidement, mais JJ Okocha, ressuscité par le positionnement plus défensif que lui a trouvé Philippe Bergerot, JJ Okocha donc offre une 3e victoire en 3 matchs au PSG qui s'installe seul aux commandes du championnat. Seul, car dans le même temps, le Football Club de Nantes a été battu sur sa pelouse par Lens. Et le champion, me direz-vous, ça va pas mal, merci. Après la victoire initiale sur Bastia, les Girondins ont obtenu un nul à Montpellier et ils écrasent les promus troyens au Parc Lescure 4-0. Ziani, de retour dans le championnat de France après un passage en Espagne, marque 2 fois. Les 2 autres buts seront signés Lilian Lasland. Les Girondins Bordeaux, seul 2e au classement, alors que Troyes est la dernière équipe à n'avoir toujours pas obtenu le moindre point. L'autre info de cette 3e journée, c'est le réveil de Monaco qui fait voler en éclats Bastia 4-0. Claude Puel dira plus tard que c'est le véritable démarrage de son équipe dans ce championnat. Les Bastiais pourront rétorquer que ce démarrage est venu d'un coup de main, d'un coup de bras plus précisément, de David Trezeguet dont le premier but n'aurait pas dû être validé. Trezeguet a crédité toutefois d'un coup du chapeau, 3 buts consécutifs ce soir-là. Ce dernier championnat du siècle tient en tout cas toutes ses promesses et le spectacle en ce début de saison est assuré par Saint-Étienne. Après le joli match nul, 2 buts partout à Monaco, les Verts se déplacent au Stade Vélodrome. Certes, Marseille marque 3 buts, signés Bakayoko, Maurice et Ravanelli. Mais Marseille encaisse également 3 buts des pieds d'une équipe stéphanoise virevoltante qui, une fois de plus, séduit le public. Pedron 2 fois, Sarr d'un magnifique retourné, 3 partout entre les Verts et les Marseillais. L'entraîneur de Saint-Étienne, Robert Nouzaré, annonce la couleur. Faire un match nul dans ces conditions, en jouant, en se créant des occasions, en marquant des buts, même si on en a pris 3 et qu'on en marque 4 par exemple, c'est ça. Moi je pense qu'on a plus cet état d'esprit que de venir pour jouer 0-0. Paris, toujours Paris, le PSG a la chance de jouer à nouveau à domicile lors de la 4e journée. Il est difficile de gagner 2 fois de suite sur sa pelouse. Face à Auxerre, les Parisiens passent même tout près de la défaite. Bruno Rodriguez n'égalise qu'à 5 petites minutes du coup de sifflet final. Jusque-là, le PSG était mené grâce à un coup de canon de Stéphane Guivarch, le 3e but en 4 matchs du champion du monde auxerrois, qui oublie tous ses soucis écossais au contact de l'air bourguignon qu'il connaît bien. Le PSG est accroché mais fait tout de même une bonne opération car dans le même temps, le 2e Bordeaux est battu à Rennes. Le but de la victoire bretonne est marqué contre son camp par le malheureux Saveljic. Confirmation que la machine monégasque s'est mise en route. Les Rouges et Blancs gagnent à l'extérieur pour la première fois, c'est à Montpellier. 3-2, des buts de Trezeguet et Simonier. Tiens donc. L'Olympique Lyonnais s'est bien remis de son échec initial contre Montpellier. Les Gones sont à l'aise à l'extérieur où ils s'imposent pour la 2e fois en 2 matchs. Cette fois c'est à Metz et c'est grâce à Caveglia à la 90e minute. Je crois qu'on a retrouvé un bon esprit d'équipe, une bonne solidarité. Bon et puis maintenant j'espère que c'est parti.
Bataille de gardiens pour Lens-Marseille à Félix Bollard. Si les deux équipes se séparent sur un score nul et vierge, c'est surtout parce qu'il y avait Stéphane Porato et Guillaume Varmuse dans chacun des buts. En bas de tableau, l'attaque, le club de Troyes, qui jusqu'à présent portait mal son nom, se réveille. Les Troyens marquent leur premier point dans l'élite. Tant qu'à faire, ils en profitent même pour en prendre 3 en battant Strasbourg. Les Troyens cependant ne s'emballent pas et ils savent que la saison sera longue et difficile. Ils en ont la confirmation à Monaco où ils s'inclinent sans appel 3-0. Jeannot. Le premier match au sommet de la saison oppose Lyon au leader Paris. Des Parisiens qui vont concéder leur première défaite de la saison sur penalty. Un penalty qu'obtient Sonny Anderson, accroché par Bernard Lama. Peu encouragé par le public qui lui reproche de n'avoir marqué qu'un but jusqu'à présent, Anderson prend ses responsabilités et frappe lui-même le penalty. Il marque, Lyon bat le PSG. Du coup, les Lyonnais rejoignent les Parisiens en tête, mais n'oublions pas Auxerre, vainqueur du Havre 2-1. Le but de la victoire est inscrit par Stéphane Guivarch, dont c'est le 4e but en 5 matchs. À l'issue de cette journée, 4 clubs se partagent la première place, mais le fauteuil de leader est monégasque pour la première fois de la saison. Une journée marquée d'une pierre noire pour le Bordelais Stéphane Ziani, victime d'une fracture du péroné sur cette action pourtant anodine. On ne le reverra pas avant la fin du mois de janvier. On n'a pas encore parlé de Sedan, c'est une erreur. Certes, les Sedanais sont encore restés relativement discrets en étant battus 3 fois à l'extérieur. Mais les Ardennais sont les premiers à battre les Verts en déplacement. 3-2. Les Verts de Saint-Etienne menaient 2-0. Le 3e but ardennais est contestable. Robert Nouzaré est furieux. Deuxième victoire à domicile pour Sedan. Si Monaco se retrouve en tête pour la première fois de la saison, David Trezeguet y est pour beaucoup. Le jeune champion du monde fait un début de championnat époustouflant, 7 buts en 5 matchs. Des buts de raccro, des buts très hauts, qu'importe le style. Bien entouré par Marcelo Gallardo et Marco Simone, Trezeguet est parti sur des statistiques très élevées. Le seul chemin qu'ils connaissent, c'est celui qui mène au filet. Et 4 leaders au départ, un seul qui lève les bras à l'arrivée de la 6e journée, et c'est Paris. Le PSG reprend seul la tête du classement en battant Bordeaux au Parc des Princes. But exceptionnel de Gégé Okocha. Paris s'impose 2-1. Monaco est battu à Rennes, Lyon et Auxerre se neutralisent. Philippe Bergerot commence à se dire qu'il y a peut-être un petit truc à faire. Depuis le début de saison, je dis qu'on a un bon groupe et je crois qu'on l'a vu ce soir. Sedan commence à faire des siennes et s'impose 3-0 à Lens malgré ce sauvetage miraculeux de Valérien Ismaël. Les Marseillais, eux, pataugent. On les avait quittés vainqueurs à Sedan lors de la première journée. Depuis, ils ont enchaîné 4 matchs nuls. Les nuls, ça suffit, disent les supporters de l'OM. Faut que ça change. Eh bien, ça change. Sauf qu'à la place d'un score de parité, c'est une première défaite que les Marseillais récoltent à Montpellier. 3-1. Courbis commence déjà à être sur la sellette. Il y a tout simplement aujourd'hui une préoccupation collective d'une équipe et d'un groupe qui n'a pas encore démarré sa saison, qui ne joue pas au niveau que doit lui permettre de jouer compte tenu des joueurs qui la composent. Et ça, même si on peut penser que je sois en méforme, j'ai quand même encore un petit peu de lucidité pour le constater et malheureusement le déplorer. Paris ne restera qu'une journée leader unique car dès la journée suivante, la meute revient au galop. Une meute qui a à sa tête un lion, l'Olympique lyonnais bien sûr auteur d'un exploit sur la pelouse du champion bordelais. Une victoire nette et sans bavure, 3-1. Un but de Carteron, vous l'avez vu, et 2 de Sonny Anderson qui a maintenant trouvé son rythme de croisière.
Lyon rejoint et même dépasse à la différence de but le Paris Saint-Germain qui a dû se contenter d'un nul à Strasbourg, 1 but partout. Les Parisiens avaient pourtant ouvert le score grâce à un penalty obtenu par Christian et transformé par Michael Madar. Mais Echouafny peu après égalisera 1 partout en Alsace. C'est tout de même un bon résultat pour le club de la capitale. Le troisième co-leader, c'est Auxerre, Nouzaré suspendu et derrière les grillages. Il aperçoit dépité ses Stéphanois s'incliner contre le cours du jeu, d'abord à cause d'un pénalty imaginaire transformé par Guy Varche, ensuite grâce à ce but limpide de Stéphane Carnot. Coup de chapeau à Nicolas Pento, le tout jeune gardien Bastia international junior. Premier match en D1, premier pénalty arrêté, premier coup reçu aussi, et première défaite, mais pas de doute, ce genou a de l'avenir. Fabien Barthez également a de l'avenir, mais un passé en plus, un passé qui ne lui est d'aucune utilité lorsque l'international ukrainien Sergei Tkatchenko arrache l'égalisation messine dans les dernières minutes. Metz était mené 2-0 à un quart d'heure de la fin. Metz, bête noire des Monégasques. Je suis très heureux parce que la série continue à Monaco. Il est certain qu'il fallait quand même revenir de 2-0 à 2-2 et puis parce qu'on a marqué des buts, ce qui ne nous arrivait pas souvent. Je dois dire que l'équipe monégasque peut effectivement regretter les 2 points, mais bon, on n'est pas dans une situation à s'occuper de l'adversaire. Jusqu'à présent, le PSG était irrésistible ou presque, mais le 25 septembre 1999, les Parisiens tombent sur un os. Un os princier qui ne se révèle qu'en seconde période, mais c'est alors une démonstration que réalisent les Monégasques sur la pelouse du Parc. David Trezeguet a obtenu et transformé un penalty après 64 minutes de jeu. En fin de match, c'est tout d'abord Philippe Léonard qui place un missile dans le but de Bernard Lama, avant que Ludovic Giuli ne clôture le score 3-0 pour Monaco. Rien à faire, semble penser Bernard Lama. Du côté des supporters bastiais, on s'impatiente. Le Sporting n'a toujours pas un stade digne de la première division. La Ligue brandit la menace d'une relégation. Les Verts, eux, ont un joli stade, mais ils ne sont jamais aussi à l'aise que lorsqu'ils le quittent. Illustration à Félix Bollard, où Saint-Étienne s'impose 2-0 grâce à Alex et Alozio. Ces 2 perles brésiliennes achetées 27 millions de francs les deux, une misère. Daniel Leclerc ne sait pas encore qu'il vient de vivre son dernier match sur le banc lensois. Lui n'est pas brésilien mais argentin, l'Italie le voulait, c'est à quelques kilomètres de là qu'il est venu offrir son talent. Marcelo Gallardo est une star, un meneur de jeu comme on n'en fait plus. Partenaire rêvé de David Trezeguet et Marco Simone, celui qu'on surnomme El Monaco, la poupée, joue au ballon comme dans une cour de récréation. Passeur génial, buteur à l'occasion. Gallardo crée le danger parce qu'il est capable d'inventer à tout moment ce que les spectateurs n'avaient même pas osé imaginer. Gallardo justement, le voici à nouveau en action pour le match au sommet de la 9e journée. Lyon est leader avec 1 point d'avance sur Monaco. Un coup de patte génial du stratège argentin et la situation s'inverse. Monaco repasse devant. Mais Monaco n'est pas seul. Le PSG confirme son talent retrouvé en s'imposant à Nantes. Madar s'amuse à faire du Gallardo. Et les Parisiens écrasent les Nantais sur leur pelouse de la Beaujoire, 4-0, du jamais vu. Troisième équipe accrochée aux accoudoirs du fauteuil de leader, Auxerre, toujours là, et Guy Varche, toujours là aussi. Guy Varche qui retrouve avec plaisir son collègue champion du monde Bernard Diomède, qui, faute d'avoir trouvé un club, a en effet remis le blanc de travail. Auxerre balance 3-2, un but de Guy Varche, 2 buts de Diomède, et 1, et 2, et 3 buts, champion du monde. Pour Lens, c'était la première sortie sans le druide Daniel Leclerc à François Brisson de trouver la bonne potion. Et pendant ce temps-là, Sedan n'en finit plus de surprendre. Les Ardennais sont toujours aussi irrésistibles dans leur vieux stade Émile Albo. 4e succès en 4 matchs. Cette fois face aux collègues promus de 3, Sedan pointe en 4e position, une place européenne.
Pour une surprise, c'est une surprise. Voilà Tipa qu'après 10 journées, Auxerre prend seul le pouvoir. Les Bourguignons euphoriques vont s'imposer au stade de la Méno, 3-1. Laurent Sechelski inscrit le premier but, Steve Marley marquera le dernier. Quant à Stéphane Guivarch, il trouve le chemin défilé pour la 7e fois cette saison. L'équipe de Giroud joue certes le maintien, mais elle prend de l'avance. Car le PSG, lui, n'aimera décidément jamais Marseille, un vrai complexe freudien pour les Parisiens qui accueillent une équipe olympienne pourtant mal en point. Et comme toujours ou presque, c'est l'OM qui l'emporte 2-0 grâce à Maurice et Ravanelli. Du coup, Marseille dépasse le PSG et revient tout près des leaders. À 3, ça va mieux. L'équipe auboise garde le rythme susceptible de mener au maintien. But magnifique de l'Algérien Gadzi et victoire importante face au Havre. Sortez! Va Pascal! Va Désiré! Les Lensois en revanche sont très inquiets. L'arrivée de François Brisson n'a semble-t-il pas créé de choc psychologique. Le Racing Club de Lens est à nouveau battu, cette fois à Bastia. Prince réussit un petit festival. Les 100 et or se retrouvent seul dernier au classement. La 11e journée est la première depuis le début du championnat à n'entraîner aucun changement en tête. Le même trio reste en place. 3e Monaco qui bat Strasbourg. Simonet en profite pour marquer ses 7e et 8e buts de la saison. 2e, l'Olympique lyonnais, victorieux au Stade Vélodrome. C'est Sonny Anderson qui marque le seul but du match au terme d'une série d'erreurs individuelles assez invraisemblables. Enfin premier, toujours les surprenants Auxerrois qui comptent 2 points d'avance sur Lyon et 3 sur Monaco après leur victoire sur Bastia, 3-1. Bernard Diomède offre 3 passes décisives à Marley, Guivarch et Taigno. La JOCR et ses 2 champions du monde semblent vraiment partis pour jouer les premiers rôles. On avait fait des débuts de match particulièrement mauvais depuis le début de saison. Bon, j'avais essayé de corriger de différentes manières. Et là, je dois dire que les joueurs m'ont pleinement satisfait. Et Giroud qui fête dans le bonheur ses 61 ans, sans savoir qu'il vit sa dernière saison sur le banc auxerrois. Cette 11e journée est également celle du classique de l'Atlantique entre Nantes et Bordeaux. Bordeaux l'emporte 1-0 à la Beaujoire grâce à un but de Yohan Mikou. La pelouse du stade Louis II n'est pas connue pour être la meilleure du championnat de France, loin de là, mais cette fois les jardiniers n'y sont pour rien. Les pluies torrentielles qui se sont abattues sur une côte qu'on dit généralement d'azur obligent Monsieur Poula à reporter le match au sommet entre Monaco et Auxerre. Du coup, Lyon en profite pour prendre la tête du classement. Lyon mené à Gerland par Nancy, mais qui s'impose finalement 2-1 grâce à Sonny Anderson. Puis, grâce à un coup franc victorieux de Serge Blanc, Lyon, leader, a bien digéré son élimination prématurée au tour préliminaire de la Ligue des Champions face à Maribor, mais Bernard Lacombe a dû faire des choix. Anderson, Vérel, Caveglia, ça ne marchait pas. Du coup, l'ex-capitaine se retrouve le plus souvent sur le banc de touche. Pour l'instant, Cavegol calme le jeu. Mais moi, ce que je veux, c'est jouer. Pour moi, le plus important, c'est de jouer, de prendre plaisir sur un terrain. Et c'est vrai quand même que la première place, moi qui suis lyonnais, est pour moi la première chose, même peut-être la chose la plus importante. Pour Caveglia, le club du cœur c'est Lyon. Pour Cyril Pouget, c'est Metz. Le Havrais se faisait comme chaque année une joie de revenir sur la pelouse de ses premiers exploits. Le rêve tourne au cauchemar. Un pénalty raté, suivi d'une expulsion. Soirée noire pour le Havre qui terminera à 8 et qui sera battu 3-0. Le Havre, bon dernier au classement. Nous avons déjà parlé des Sedanais, eh bien les revoilà, toujours plus forts, toujours plus surprenants. Cette fois, c'est le leader Lyon qui chute à Émile Albo. 2-0, premier but de Pius Ndiefi. Sedan, c'est la grosse côte de la première division, un club qui était en national 2 saisons plus tôt, tout proche du dépôt de bilan et qui construit sa réussite avec des joueurs repêchés dont personne ne voulait, comme Quin, Mionnet, Dirocco ou De Bloc, qui marque ici le deuxième but. Décidément les Sangrades ont le vent en poupe puisque Auxerre profite de ce faux pas lyonnais pour reprendre la tête. Malgré son match en retard, ce but de Guivarch contre Montpellier n'est pas franchement le plus dur de sa carrière, mais il suffit à son bonheur. Oh,
Pour Ravanelli, le bonheur c'est ça. L'OM croit en avoir fini avec ses problèmes. 3e victoire en 7 matchs seulement pour l'OM au Vélodrome, mais celle-ci 4-1 contre Strasbourg est enfin maîtrisée. Marseille revient à la 6e place. Pendant ce temps-là, Monaco reste en embuscade et fait admirer la qualité de son football. Victoire 3-0 à Nantes. Le premier but inscrit par Simonet est une œuvre collective splendide qui ressemble presque à un essai de rugby. Le ballon est passé dans les pieds de 6 joueurs différents. Simonet n'a plus eu qu'à déposer le ballon dans l'embut. Trezeguet d'abord, Gallardo ensuite. Le joueur du mois est encore un monégasque. Après une 2e saison ratée au PSG, Marco Simonet retrouve son football, tout près de la frontière de son Italie chérie. Déjà 9 buts pour le beau Marco, plus un nombre impressionnant de passes décisives. Certains le pensaient fini, à plus de 30 ans, l'ex-Milanais montre qu'il a encore de belles années devant lui. Le dépit conjugué de Loulou Nicolin et Michel Mézy, séduisant en été, brillant même en Coupe Intertoto lors de l'élimination des Allemands de Hambourg, les Montpellierins sont au plus mal. À 3, ils concèdent leur 4e défaite en 5 matchs et se retrouvent seuls derniers au classement. Les Montpellierins ne savent pas encore qu'ils ne connaîtront plus la victoire en 1999. Leur série sans succès durera 13 matchs, ils ne quitteront plus jamais la dernière place. L'image de la 14e journée, c'est ce slalom extraordinaire de Marcelo Gallardo qui aurait pu déboucher sur l'un des buts de l'année. Le pied de Stéphane Porato en a décidé autrement. Au stade Louis II, Monaco et Marseille se neutralisent 1 but partout. En tête du classement, le chassé-croisé continue pour la 10e fois de la saison. Le fauteuil de leader change d'occupant. Auxerre battu à Nantes, c'est l'Olympique Lyonnais qui saute sur l'occasion. 3-0 face au Havre. Et un Sonny Anderson toujours aussi opportuniste qui s'offre son 3e doublé de la saison. Ça fait mal, mais qu'est-ce que ça fait du bien. Jusqu'à présent, les Troyens en déplacement avaient été d'une parfaite régularité. Une régularité dont il se serait bien passé. 7 matchs joués, autant de défaites. 7 sur 7, c'était également le bilan d'Auxerre à domicile, mais 7 victoires bien entendu. Et pourtant, surprise, ce coup de tête de Boutal met à mal les statistiques. Première victoire de 3 à l'extérieur, première défaite d'Auxerre à domicile. La bonne opération de cette soirée, c'est Monaco qui l'a fait. 3 des 5 premiers sont battus. Les Monégasques, eux, s'imposent sous la pluie nancéenne 2-1. Il faut dire qu'au Havre, les Bordelais ont été bien malheureux. 2 poteaux et 3 buts encaissés. Ce n'était pas leur jour. Le leader reste cependant lyonnais. Des Lyonnais qui retrouvent le chaudron vert et l'atmosphère explosive du derby contre Saint-Étienne. Contraints par l'arbitre d'emprunter à leur grand rival des shorts noirs, les Lyonnais sont remontés. Sonny Anderson ouvre le score dès la 8e minute de jeu. Son 11e but. À peine le temps d'exulter que les Stéphanois vont égaliser grâce à Stéphane Pédron, un partout balle au centre pour le derby le plus chaud de l'Hexagone. Les points qu'ils laissent échapper sur leur pelouse, les Stéphanois prennent un malin plaisir à les récupérer à l'extérieur. Au Parc Lescure de Bordeaux, les Verts engrangent leur 3e victoire hors de leur base. Le Brésilien José Alosio, certes en position de hors-jeu, ouvre le score rapidement. Hervé Alicarte égalisera. Mais en fin de match, Fabien Boudarène offrira les 3 points de la victoire à Saint-Étienne. Décidément, cette saison ne ressemble pas à la précédente car les compagnons des Bordelais en Ligue des Champions, les Marseillais, ne sont pas à la fête non plus. Roland Courbis commence à être sérieusement chahuté par les supporters d'un Olympique de Marseille qui a toujours autant de mal à dicter sa loi au stade Vélodrome. La Auxerre de Steve Marley va même venir gagner 1-0 dans une arène qui gronde et qui réclame des têtes. Roland Courbis, en conflit ouvert avec Yves Marchand, son président, se sait menacé. Il préfère ironiser.
J'étais en train de voir avec Roland qu'il avait changé de siège et qu'il les avait bien fixés. Il y a une raison particulière? Non, déjà, c'est que le club se structure, à tout point de vue, et c'est peut-être pour démontrer que je suis plus solide à mon poste que ce qu'on pense. Personne n'en a jamais douté. Hein. C'est gentil. À Strasbourg, la situation est plus alarmante encore. Le Racing concède sa 4e défaite consécutive, qui plus est contre un concurrent direct pour le maintien, Le Havre. Olivier Echouafny, le milieu de terrain alsacien, est clair. C'est vrai qu'on est dans la merde. Ben, c'est tout. Maintenant, on est vraiment un petit peu au fond du gouffre. Ben, il faut s'en sortir. On s'en sort que par nous-mêmes. Conséquence directe de ce que nous venons de voir quelques jours plus tard, Claude Leroy, jusque-là manager général du club, remplace Pierre Mankowski sur le banc alsacien. En cette dernière journée des matchs allés, les dirigeants ont tiré un premier bilan. Ils espèrent des chocs psychologiques. Opération plutôt réussie pour les Strasbourgeois qui engrangent à Saint-Etienne leur première victoire à l'extérieur de la saison. Claude Leroy rend hommage à celui auquel il succède. Oui, excusez ma voix, j'étais plus habitué à crier comme ça du bord d'un banc de touche. Avec un micro, c'est plus facile. Je crois qu'il faut un grand merci aux joueurs. Je pense qu'on avait, c'est vrai, essayé dans le peu de temps qu'il y avait de beaucoup travailler tactiquement. Mais avant de parler de cette victoire et tout, faut qu'on sache tous qu'il y a quelqu'un en ce moment qui est à Paris avec sa petite famille qui est Pierre Mankowski. Et si les joueurs étaient en forme ce soir, c'est aussi parce que depuis des mois et des mois, il a travaillé avec eux. Pierre, ça reste mon pote et en ce moment, je pense surtout à lui. À Marseille, le siège de Roland Courbis n'était finalement pas aussi bien fixé que cela. Bernard Casoni devient le 59e entraîneur de l'histoire du club. Ses débuts sont plutôt encourageants puisque l'OM obtient un nul à Nancy, 2 buts partout. 2 buts de Florian Maurice, dont celui-ci absolument extraordinaire. Florian Maurice a même l'occasion de réussir le triplé et de donner la victoire à ses couleurs, mais Bertrand Laquet, le gardien de Nancy, repousse son pénalty dans les arrêts de jeu. Match nul, c'est tout de même un bon résultat pour le tout jeune entraîneur olympien. C'est vrai qu'au départ j'avais un peu la boule à l'estomac, mais dès qu'il y a eu le coup de sifflet, ça a disparu, puis on est rentré dans le match, quoi. Leclerc, Mankowski, Courbis, il faudra bientôt rajouter à la liste des bannis Jean-Louis Gasset, battu avec Montpellier par le PSG à la Mosson. Il sera remplacé dès le match suivant par Michel Mézy. À Monaco, pas de révolution de palais en revanche, et c'est bien normal. Les Monégasques enchaînent au Havre une 5e victoire en 6 matchs, grâce entre autres à ce but du jeune Mexicain Rafael Marquez. Monaco vire donc en tête à mi-parcours, mais ce que Marco Simone ne sait pas encore, c'est que le petit jeu des chaises musicales est terminé. Plus personne ne reverra Monaco qui conservera sa position de leader jusqu'au bout. C'est un parcours important pour faire la différence. Ça sert à gagner des matchs à l'extérieur. Pour le moment, c'est bien parti parce qu'on a déjà gagné 5 matchs dans ces premières parties. Et c'est important. Et parfois, tu n'arrives pas à faire la différence au domicile parce que toutes les équipes ils sont beaucoup serrées. Et alors, on doit profiter à l'extérieur. 60% des buts lyonnais sont l'œuvre de ses jambes. 12 buts déjà pour Sonny Anderson qui est en train de réussir son grand retour dans le championnat de France. Après avoir fait le bonheur de Marseille et de Monaco, puis s'être un peu ennuyé dans la nasse à talent du Barça, Sonny Anderson perfore à nouveau les défenses françaises. Tony Vérel bouscule, Sonny lui conclut. Il est déjà en route vers le titre de meilleur buteur. Monaco s'est donc installé en tête, une position d'autant plus confortable que les hommes de la principauté ont un match en retard à jouer, le fameux match contre Auxerre, reporté pour cause de terrain inondé. Cette fois la pelouse de Louis II est bien sèche, mais Marcelo Gallardo n'hésite pas et pique une tête pour l'ouverture du score. Gallardo, grand bonhomme de la partie puisqu'il inscrit également le 2e but, cette fois d'un tir lointain du pied droit. Fabien Cole l'a vu venir, mais trop tardivement. Avec ce succès, l'équipe de Claude Puel s'offre 5 points d'avance sur son dauphin Lyon.
Le vert, couleur de l'espoir, vert comme Sedan qui continue d'étonner et obtient un nouveau succès probant à l'extérieur, cette fois à Nancy. À Sedan, des Quins, il n'y en a qu'un, il s'appelle Olivier, mais il en marque deux buts pour un score final de 2-0 en faveur des Ardennais sur la verte pelouse de Marcel Picot. Vert également comme Saint-Étienne, vainqueur pour la 4e fois à l'extérieur, cette fois à Nantes. Encore un succès de prestige et encore un but de José Aloisio qui quittera hélas ses partenaires quelques minutes plus tard, victime d'un claquage sérieux. Décidément, cette 18e journée sourit au club promu puisqu'ils se sont tous les trois imposés à l'extérieur. Le 3e, c'est Troyes justement qui ouvre le score à Gerland sur une époustouflante reprise de volée de Samuel Boutal. Lyon, 2e du classement, vit un jour sans. Même Sonny Anderson se met à rater des pénaltys. Exploit d'Ortebise, même si le gardien troyen encaissera un but sur le corner qui suit. Mais ce soir-là, c'est bel et bien Troyes qui est en état de grâce. Le bleu aussi, cela peut incarner l'espoir. D'ailleurs, à 33 ans, Djokic est un bleu de la D1, mais un bleu éclatant qui marque 2 fois. L'attaque d'Alain Perrin pointe pour la première fois sa tête en milieu de tableau. Pour les Lyonnais, la désillusion est en revanche énorme. Les espoirs de titre de champion se sont presque définitivement envolés, même si le président Aulas veut encore y croire. Je ne pense pas que le titre soit perdu. Je crois que nous avons simplement une grosse désillusion, une grosse déception, mais qui n'est pas uniquement sur le résultat à avaler. Et il va falloir se ressaisir pour être conquérant dans les semaines qui viennent. Le coup du choc psychologique, ça ne marche pas à chaque fois. Michel Mézy sur le banc montpelliérain n'y peut rien. Montpellier est battu à Bordeaux 2-0 et reste bon dernier du classement. À l'autre extrémité, Monaco s'envole. 5e victoire d'affilée pour les Rouges et Blancs qui comptent 6 points d'avance sur le Paris Saint-Germain et 8 sur Lyon. Contre Lens, premier but très spectaculaire de David Trezeguet. L'international français n'avait plus marqué depuis plus d'un mois. Il signe un doublé, son 2e de la saison, et porte son compteur personnel à 12 buts. Il talonne Anderson dans le duel des buteurs. À Marseille, les espoirs de Bernard Casoni vont faire long feu. Après le nul encourageant à Nancy et une victoire au Vélodrome contre Le Havre, les Olympiens se déplacent à Saint-Étienne et ils vont littéralement exploser. Une humiliation, 5-1, 5 buts dont 4 inscrits par un homme, le Brésilien Alex. Il s'agit du premier quadruplé de la saison. En l'espace d'un match, Alex rejoint Simonet et Trezeguet à la 2e place du classement des buteurs. Avant la fin de la partie, les supporters marseillais quitteront ostensiblement le stade Geoffroy-Guichard. Ce soir-là, c'est un gouffre qui naît entre une équipe et son entraîneur, et c'est un gouffre qui naît entre un club et ses supporters. Le week-end est du reste très Brésil. 4 buts, on vient de le voir pour Alex. 3 buts pour Christian. Le Brésilien du Paris Saint-Germain a mis du temps à trouver ses marques, mais il enfile à présent les buts comme les perles. À Saint-Symphorien, il trompe 3 fois Lionel Letizzi et permet au Paris Saint-Germain de s'imposer 3-1. Brésil toujours, avec Sonny Anderson en tête du classement des buteurs. Il ne marque qu'une fois, mais donne à une équipe lyonnaise traumatisée par sa déroute européenne à Brême une précieuse victoire sur la pelouse de Rennes. Celui qui voit la tasse en revanche, c'est Bordeaux qui perd à 3, mené de front Ligue des Champions et championnat, ça devient très dur. On a essayé de jouer un peu plus en deuxième mi-temps, d'être plus haut, de rentrer plus fort dans le match. Et on a pris un but. Voilà. Il n'y a rien à dire, 3, c'est une équipe qui fait un gros match ce soir. L'autre événement de cette 19e journée très riche, c'est la défaite de Monaco. À Bastia, les Corses sont invincibles. Camara, en fin de match, ajuste une volée exceptionnelle. Monaco est battu. Du coup, Paris revient à 3 points. Le championnat est peut-être relancé.
Mais Monaco aura à peine eu le temps de se faire peur. Dès la journée suivante, les hommes de Claude Puel reprennent leur distance. Une petite victoire face à la Lanterne Rouge Montpellier, 1-0 seulement, but de Simonet. Le genre de victoire qui est la marque des champions. À Marseille, la crise couve. Les supporters n'ont pas digéré la déroute stéphanoise. Ils attendent une réaction d'orgueil face à Lens. La formation lensoise elle-même en position de relégable. À la dernière minute, les deux équipes sont à égalité, un partout. Les supporters marseillais sont déjà furieux lorsque Franck Quedru, le jeune défenseur lensois, inscrit son premier but en professionnel. Pour les joueurs marseillais, la sortie sera difficile. La trêve sera longue et douloureuse. Yves Marchand annonce un mercato animé. Je crois qu'il n'y a pas le choix actuellement. On a une équipe qu'il faut renouveler. Il faut entre 4 et 6 joueurs. On est en train de travailler avec un groupe là pour effectivement développer une équipe de grands travailleurs. Mais ça peut venir avec les étrennes pour les supporters, là, dans 15 jours? Ça va venir assez vite, oui, bien sûr, parce qu'en fait, il faut que les joueurs soient là pour la reprise au 27. Si Monaco a repris ses distances, c'est parce que Paris a perdu à Auxerre. Le seul but du match est inscrit par Gérald Baticle. Confiné sur le banc par Giroud, l'ex-capitaine bourguignon n'avait presque pas joué depuis le début de la saison. Il marque 7 minutes seulement après son entrée sur le terrain. Il sera transféré quelques jours plus tard à Metz, où sa carrière, on le verra, va rebondir. Dernier cadeau d'adieu de Baticle à Auxerre. La GIA passera les fêtes de Noël à la 4e place, une 4e place qui en fin de saison serait qualificative pour la Coupe UEFA. Le joueur du mois, c'est bien sûr Alex, auteur de cet incroyable exploit contre Marseille. 4 buts dont 3 marqués en 27 petites minutes. Avant de rugir de plaisir pour les Verts, Alex jouait à Goiás, un petit club brésilien, en compagnie de son acolyte Alosio. Ses 4 buts contre l'OM vont d'ailleurs faire de lui une star dans son pays natal, où il était jusque-là parfaitement inconnu. Après la trêve, Alex aura un petit peu de mal à retomber sur terre, mais il en est pour l'instant à 12 buts avec les Verts. Quelques semaines de repos et les voilà repartis. Première info, avec le passage de l'an 2000, Monaco n'a pas bugué. Au contraire, les leaders sont impressionnants. Leur début de match à 3 tourne à la démonstration. Victoire 4-1 sur la pelouse du Stade de l'Aube et 3 buts dans les 12 premières minutes. 3 buts splendides signés Marco Simonet, Marcelo Gallardo et Ludovic Gioli. Monaco séduit, Monaco est irrésistible et Monaco semble s'envoler vers le titre de champion. Car dans le même temps, ces deux poursuivants se neutralisent. Paris et Lyon qui s'affrontent au Parc des Princes. Des Parisiens qui menaient 2-0 à 9 minutes de la fin. Mais Sonny Anderson d'abord, Tony Vérel ensuite sur 2 corners arrache l'égalisation. 1 point chacun et du coup 7 de retard pour Lyon, 8 pour le PSG. En blanc, il levait les bras, en grenat c'est pareil, transféré comme on l'a vu en Lorraine durant la trêve, Gérald Baticle se libère de mois de frustration. Premier match et premier but sous le maillot messin face à Bordeaux. Metz n'avait plus gagné depuis 9 matchs. Lens a également recruté durant l'hiver. Après un passage de quelques mois en Angleterre, l'ex-parisien Bruno Rodriguez est de retour en France. Mais les Artésiens débutent par une défaite à Bollard 1-0 face à Nancy. Les 100 et or sont toujours relégables. Le fidèle public lensois s'inquiète. Tous à 10 points, les Monégasques continuent leur promenade victorieuse. Cette fois, c'est Rennes qui cède au stade Louis II en encaissant 2 buts dans le premier quart d'heure. Score final 3-1, 2 nouveaux buts de David Trezeguet et 1 de plus pour Marco Simonet. À eux deux, ces deux hommes pèsent 28 réalisations. Derrière, Paris, frappé par le drame familial de Bruno Carotti, se contente d'un nul à Bordeaux, ce qui est tout de même un excellent résultat. Le but du PSG est encore une fois inscrit par le Brésilien Christian, dont c'est le 9e but de la saison. Les deux autres équipes repoussées à 10 points de Monaco sont Auxerre et Lyon. Auxerre justement qui bat Lyon 2-0. La France du foot découvre Narcisse Olivier Capot, il a 19 ans. Il est d'origine ivoirienne et c'est un futur grand.
Steve Marley, lui, est déjà un ancien. Il inscrit le deuxième but ajaïste d'un magistral coup franc. 10 points, c'est trop pour le président lyonnais Jean-Michel Aulas. Cette fois, le titre est inaccessible. Ouais, Monaco file devant, très loin devant. C'est vrai que ce soir, on peut estimer que Monaco a fait l'essentiel. Il restera une petite chance si on sait battre Bordeaux chez nous et les accrocher le match après, puisque Monaco viendra nous rendre visite à Lyon. Mais c'est vrai que ce soir, il vaut mieux penser à la deuxième place qualificative pour la Champions League plutôt que pour le titre. Avant la trêve, le président marseillais a annoncé des arrivées. À Marseille, en fait, il y a surtout eu des départs. Ravanelli à la Lazio. Dugarry, lui, a choisi de revenir au Bercail pour son retour au Parc Lescure. Le Girondin de cœur offre un but à un autre enfant du pays, Lilian Lasland. La greffe Dugarry-Bordeaux est réussie. Bordeaux entame sa remontée. Une remontée dont rêve toujours Strasbourg, qui a bien du mal à s'extraire des profondeurs du classement. À la Méno, les Alsaciens sont même tout près d'être battus par Metz, qui ouvre le score grâce à Louis Saha. Heureusement pour eux, Zitelli égalisera en fin de match, mais c'est une nouvelle contre-performance pour le Racing Club de Strasbourg. Nous avions laissé le Brésilien du PSG Christian à 9 buts, 9 et 4 qui font 13. 4 car Christian, comme son compatriote Alex, réussit un quadruplé face à Strasbourg au Parc des Princes. Christian, engagé dans une formidable série puisqu'il a inscrit 9 buts lors de ses 5 derniers matchs. Son adaptation a été longue, Philippe Bergerot lui a maintenu sa confiance. À présent, Christian est en pleine réussite. C'est un vrai chasseur de but, toujours bien placé, habile pour se démarquer et bien sûr pour marquer. Le Paris Saint-Germain profite des nuls d'Auxerre et de Lyon pour reprendre seul la deuxième place. À Lens, il y a bien longtemps que l'état d'urgence est décrété. Lens est avant-dernier, les supporters sont plus qu'inquiets. Mais les joueurs historiques comme Varmus et Sikora vont relancer l'équipe. Non, le Racing Club de Lens n'est pas mort. Il bat le Havre 4-0. Plus de Dugarry, plus de Ravanelli. À l'OM, Yves Marchand avait donc annoncé des stars. Il ne les a pas trouvés. Du coup, c'est Cyril Pouget, le Havrais, qui a débarqué sur la Canebière. Voilà qui rappelle quelques souvenirs à Robert Pires. Le fameux duo des Pépé Flingueurs messins est reconstitué. Pires-Pouget, tous les deux servis par Dalma. Ce sont les buteurs de l'OM qui s'imposent à 3, 2-1. Sa première expérience européenne au Portugal à Faro s'était soldée par un échec alors Christian était reparti chez lui à l'International Porto Alegre. C'est là que Paris est venu lui donner une nouvelle chance. Christian confirme que les histoires d'amour entre le club de la capitale et les joueurs brésiliens sont souvent des histoires réussies, même lorsqu'elles ne débutent pas par un coup de foudre. Le jeune Brésilien de 25 ans inscrira en tout 16 buts dans notre championnat. Seuls Anderson, Trezeguet et Simonet feront mieux. Il n'y a rien d'autre à faire que de continuer, on peut pas lâcher, on ne veut pas lâcher, il n'y a aucune raison, mais c'est vrai que ce match il était hyper important, on le savait, ils sont tous importants. Au lieu de parler de ventre mou, maintenant on parle de ventre dur, donc c'est clair. Il y a énormément d'équipes qui sont en peu de points, alors j'espère qu'on va être capable de s'extraire de ce paquet. L'inquiétude de Reynald Noex après la défaite concédée à la Beaujoire face au Football Club de Metz. C'est la 6e fois que les Nantais sont battus sur leur pelouse. De très loin, le bilan le plus négatif de tous les compétiteurs. Avec le même effectif que la saison précédente, le FCNA s'enfonce. Le plus vieux pensionnaire de la D1 se retrouve en position de relégable. Au stade Louis II, c'est vraisemblablement le titre qui se joue. Une victoire parisienne face à Monaco ramènerait le club de la capitale à 5 points, mais c'est Monaco qui l'emporte grâce à Trezeguet, un but décisif, même si l'avant-centre monégasque était bel et bien hors jeu au départ du ballon. Si Monaco est désormais un intouchable leader, le chassé-croisé continue pour la 2e place qualificative pour la Ligue des Champions. À 10 journées de la fin, c'est Auxerre qui occupe la place tant convoitée. Stéphane Guivarch, qui n'avait pas marqué en l'an 2000, inscrit son 11e but de la saison
et les Auxerrois se débarrassent de Bordeaux 1-0. La JOCR, c'est un entraîneur, un buteur mais aussi un gardien. Fabien Cole n'a plus encaissé de but depuis le 11 décembre, soit 507 minutes. Dans les arrêts de jeu, il repousse un penalty de Sylvain Wilton. Si les Auxerrois vont bien, les Lyonnais en revanche volent en éclats à la Méno. Soirée de cauchemar pour le stopper de l'OL Florent Laville qui se fait subtiliser le ballon par Luyindula et qui marquera ensuite contre son camp. Mais l'homme du match est bel et bien le jeune Peggy Luyindula, auteur d'un triplé. Sur le premier but, son lob est parfaitement ajusté. L'ex-Niortais qui découvre la première division va ensuite gagner un duel avec Grégory Coupé avant de récidiver quelques minutes plus tard. Strasbourg s'impose 4-2 et se donne un petit peu d'air au classement. On les avait quittés séduisants, on les retrouve moribonds. Les Verts sont en panne. À Bastia, ils touchent le fond en s'inclinant 4-0. Yann Lachouer marque le premier but, imité en seconde période par Frédéric Ney. Ce sera ensuite au tour de l'ex-stéphanois Piotr Zwierzowski de marquer sur corner direct. Un but qui illustre la fébrilité de la défense forésienne, l'une des plus perméables de la D1. Le quatrième et dernier but sera signé Frédéric Ney à nouveau. Pour les Verts, la situation devient grave. Depuis sa victoire éclatante contre Marseille, l'AS Saint-Etienne a pris 1 point sur 18 possibles, 1 nul et 5 défaites. Du coup, l'ASS s'enfonce et n'a plus qu'1 point d'avance sur le premier relégable. J'ai 8 secondes pour vous dire que ce danse de la dynamite. Le but le plus rapide de la saison, inscrit en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. Il est l'œuvre de Pierre Debloc sur le coup d'envoi de la deuxième mi-temps. Pas de doute, Sedan apprend vite. Sedan vainqueur à 3 et qui pointe en 5e position. Autre équipe en forme, le Football Club de Metz, qui est la seule formation à n'avoir pas connu la défaite en l'an 2000. Les Messins sont invaincus depuis 5 rencontres. Marseille fait les frais du regain de forme messin. C'est Daniel Boffin qui ouvre le score pour les Lorrains, avant que l'inévitable Gérald Baticle n'inscrive le deuxième but, son 4e en 5 matchs, sous le maillot grenat. Ce second but, ce n'est pas Stéphane Porato qui l'encaisse, mais son remplaçant, Trévisan. Le titulaire habituel a disjoncté à la mi-temps, s'en est pris verbalement à l'arbitre du match. Porato sera lourdement suspendu. Attention au déluge. Voici la journée la plus prolifique de la saison. 32 buts en 9 matchs. Le record pour Saint-Etienne-Montpellier, où 9 buts sont inscrits à l'issue d'une course-poursuite époustouflante. Montpellier mène rapidement 2-0 grâce à Wallem contre son camp et Patrice Loco. Les Stéphanois reviennent dans un premier temps au score, puis dépassent les Montpelliérains. 2-0-2, le score passe donc à 4-2, avec des buts signés Pedron, Alosio sur penalty, Alex et Carotti. Nouveau retour de la lanterne rouge, Loco et Rui Pataka, le portugais recruté au mercato, égalisent 4 buts partout. À 9 minutes de la fin, sous la neige, Aloisio donne la victoire aux Verts, leur première victoire depuis 9 mois. À la Beaujoire, les buts sont moins équitablement partagés. C'est Nantes, pourtant moribond, qui régale. Lyon, le 4e, est pris à froid. Un premier but dès la 6e minute de Frédéric Darocha. Un deuxième, 3 minutes plus tard, d'Antoine Sibierski, qui rend hommage à sa mère, tout juste disparue. Puis un troisième, toujours d'Antoine Sibierski. On joue depuis 10 minutes seulement, et Nantes mène déjà 3-0. Vérel trouve la lucarne de Landreau, mais les Nantais reprennent leur marche triomphale. Devino, de 25 mètres, trouve la lucarne gauche de Coupé. Le même Devino teste l'autre lucarne, la droite du gardien lyonnais, avant que Chanley ne clôture un score complètement fou. Le 15e a maté le 4e, 6-1. À Lens, le festival est tout juste un petit peu moins prolifique. Le Racing écrase Bastia 4-0. Les 2 premiers buts sont inscrits par le même homme, Lamine Sako, qui fait une première saison remarquée parmi l'élite. En personne méthodique, les gens du Nord marqueront en fait 2 buts par mi-temps. Pascal Nouma dans la lucarne d'Éric Durand. Puis Philippe Brunel pour clôturer le score. Incroyable, Lens avec 4 victoires d'affilée vient de passer de l'avant-dernière place à la 6e place.
Cette mémorable 26e journée est également marquée par le traditionnel OM PSG. Lui non plus ne se soustrait pas à cette opération porte ouverte. 5 buts au Vélodrome. Le premier était parisien et signé Christian. Pérez a égalisé rapidement. En seconde période, Pouget a donné l'avantage aux Provençaux. Et puis sur ce corner de Dalma, Bernard Lama se manque. Jacques Abardonado, le Marseillais de naissance, en profite pour marquer son premier but au plus haut niveau. Dans la foulée, l'ex-parisien Florian Maurice donne plus d'ampleur encore au score. 4-1 pour l'OM contre le PSG, pourtant deuxième du classement. Maurice se permet pour l'occasion un petit rituel désormais entré dans la légende. Il offre non pas son maillot mais sa chaussure aux supporters du virage nord. Maurice avait prévu le coup, une chaussure de remplacement l'attendait derrière le but. Les supporters du stade Louis II, eux, ont été moins gâtés, quoique, car s'il n'y a eu qu'un but entre Monaco et Bordeaux, ce but-là fait partie de ceux dont on se souvient longtemps. Inscrit par le jeune Norvégien John Ridge, il est synonyme de victoire pour Monaco. Monaco qui, grâce à cette frappe exceptionnelle, dont on ne se lasse pas, compte au soir de cette 26e journée 13 points d'avance sur Paris, Auxerre et Lyon. Leur objectif, le maintien en début de saison, était déjà irraisonnable, mais que dire du parcours des Sedanais et de leur budget rikiki. Les Ardennais obligent les Messins à concéder un nouveau match nul, le 15e des Lorrains, recordman du genre. C'est Olivier Quin sur pénalty qui va se charger d'égaliser. Emmenés par leur entraîneur Patrick Remy, les Sangliers des Ardennes se mettent à rêver tout haut. Ils ont raison puisqu'à 7 journées de la fin, ils sont européens, à 1 point seulement du tour préliminaire de la Ligue des Champions. C'est clair que maintenant on va se mettre à rêver, on est dedans, on est en plein dedans. Je crois qu'il nous reste 7 matchs pour décrocher ce rêve qui est la Ligue des Champions. Et on va jouer tous les coups à fond et puis je peux vous dire qu'il va falloir compter sur Sedan en cette fin de saison. Je ne comprends plus rien. Je pense que M. Chéron, il a arbitré très bien, mais ça montre, je pense, qu'il vient de Roumanie. Voilà. Une montre à la Roumanie parce que ça je connais très bien. Voilà. La colère froide de Laszlo Bologna, l'entraîneur roumain de l'AS Nancy-Lorraine, privé dans les arrêts de jeu d'une victoire au Parc des Princes. 2 points de perdus à la 95e minute. Une mésaventure qui va hélas pour les Nancéens devenir une spécialité puisqu'ils laisseront échapper lors des journées suivantes 2 victoires et 2 matchs nuls dans les ultimes instants du match. De quoi fâcher à vie Bologna avec les montres, même suisses. Les Marseillais, eux, ont depuis longtemps compris qu'ils devaient oublier leurs ambitions initiales. Ils ne font pas le poids face à l'autre olympique, celui de Lyon. Défaite 2-0, premier but de Tony Vérel, deuxième de Sonny Anderson, son 18e de la saison. Monaco, battu, n'est plus qu'à 10 points devant, mais ce n'est plus au titre que pense l'entraîneur lyonnais Bernard Lacombe. Vous savez, cette deuxième place, on va essayer de s'y accrocher. Il reste 7 matchs. On sait que, vous avez vu, Paris s'est accroché. Auxerre, la semaine dernière, s'était fait accrocher. Vous savez, ça va être un championnat qui va être fou. L'année dernière, on a joué la dernière journée pour accrocher cette 3e place. Je pense que pour les places européennes, il va falloir se battre jusqu'au bout. Il reste 21 points, je crois, encore en jeu. Si Bastia est avec Monaco la seule équipe invaincue à domicile, c'est en grande partie grâce à lui. L'imbattable Éric Durand, ce pénalty stoppé face à Saint-Etienne, lui permet de maintenir sa série d'invincibilité à Furiani, où 3 équipes seulement ont marqué des buts jusqu'à présent. La dernière, c'était Le Havre, et c'était 5 mois plus tôt. Battu en championnat à Strasbourg, éliminé 3 jours plus tôt de la Coupe de l'UEFA par Majorque, c'est une équipe monégasque pas très sereine qui se déplace à Auxerre. Et si Monaco s'effondrait? Le doute a surgi, ce doute les Monégasques vont très vite se charger de le chasser. Philippe Léonard a ouvert le score. L'équipe de la Principauté a toujours su cette saison réagir après une contre-performance. Elle le prouve encore une fois en enfonçant le clou grâce à ce coup franc de Marcelo Gallardo. On connaît la prudence légendaire de Claude Puel, l'entraîneur des Rouges et Blancs. Et pourtant, pas de doute, la joie des Monégasques ce soir-là dans le vestiaire de l'Abbé Deschamps est bien une joie de champion. Avec ses 13 points d'avance sur son dauphin lyonnais, battu ce soir-là, Monaco est irrattrapable. Les joueurs le savent, ça se sent. Même Laurent Paganelli l'a compris. On se demande comment il fait.
On va vous aider, Laurent. Allez, au revoir. Ils sont partis en brioche complet. Une image forte de la saison, la revanche froide de Christophe Dugarry. Agressé verbalement, menacé physiquement par certains ultras de l'OM, il avait choisi de quitter la Canebière au mercato. Il revient avec le maillot de l'ennemi bordelais sur les épaules et marque l'un des 2 buts de la victoire girondine au Vélodrome. La vengeance est un plat qui se mange froid, dit-on. Dugarry le goûte avec délectation. Marseille est en train de glisser inexorablement vers le bas du tableau. C'est d'autant plus inquiétant pour les Phocéens que ceux qui ne veulent pas mourir se rebiffent. Le Havre obtient un très précieux succès face à Metz grâce à un but de Thomas Degnaud. Nancy fait de même en s'offrant le 2e. Lyon 1-0 également, un but du Brésilien Zé Alcino, la précieuse recrue nancéenne du mercato. Enfin, Troyes réussit également un exploit en s'imposant à Lens 1-0, une équipe de Lens qui vient pourtant de s'offrir une qualification pour les quarts de finale de la Coupe UEFA en écartant l'Atlético Madrid. Conséquence de ce joli tir groupé des mal classés, 7 équipes se tiennent en 4 points. La lutte pour le maintien s'annonce plus ouverte que jamais. La Ligue des Champions s'est terminée pour les Bordelais, éliminés dans la 2e phase. Alors les Marinés Blancs décident de tout donner en championnat et ça marche plutôt bien. But magnifique de Michel Pavon contre Nancy. Outre Christophe Dugarry, les Girondins ont recruté durant la trêve le monégasque Sylvain Legvenski. L'équipe pratique un bon football et elle a parfois de la chance. Sylvain Wiltord donne la victoire à ses couleurs à la 92e minute alors que Nancy était revenu à 1 partout. Du coup, Bordeaux revient dans le carré de tête. On ne les y avait pas vus depuis la 13e journée. Le bonheur bordelais qui contraste avec la détresse du Marseillais Franck Dumas, arrivé au mercato en provenance de Newcastle pour stabiliser la défense olympienne. Dumas vit, comme la ville, le Lyonnais, un cauchemar sur la pelouse de la Méno. Un but contre son camp tout d'abord, puis un contrôle malheureux qui profite au jeune Régis Dorn. Tout cela dans les 5 dernières minutes alors que l'OM tenait un bon match nul. Une soirée très très noir pour Dumas, mais aussi tout simplement pour Marseille, qui avec cette 3e défaite consécutive, n'a plus qu'un point d'avance sur l'avant-dernier, Le Havre. Dans le bas du tableau, la seule chose que l'on sait, c'est que Montpellier va descendre. C'est ce que l'on croit savoir du moins, car les hommes de Lolo Nicolin ont un sursaut d'orgueil. Rui Pataka réussit le doublé. Arrivé durant l'hiver en provenance de Belenenses, le Portugais a très vite su attirer le regard vers lui. La lanterne rouge s'offre l'AJ Auxerre, une AJ Auxerre qui du coup rentre un petit peu dans le rang. Faut-il parler de révélation ou de confirmation? En tout cas, Ludovic Giuli a incontestablement franchi un palier cette saison. Principal animateur du couloir droit des futurs champions de France, Giuli peut également être un finisseur, même s'il n'a marqué que 5 fois dans la saison. On le disait, inconstant et fragile, Giuli s'est imposé comme un titulaire inamovible dans l'effectif pourtant pléthorique du club de la Principauté. Son talent pur a même conduit Roger Lemaire à lui ouvrir les portes très hermétiques de la sélection pour un Écosse-France à Glasgow. Quand vous voyez de grandes équipes sur le terrain et que vous êtes au milieu, vous vous dites qu'on va participer à une fête, même si l'une jouait le titre et l'autre jouait pour ne pas descendre. Et puis quand on voit des comportements comme ça, on prend pas de plaisir, on est bien content que ça soit terminé. Et puis j'espère que le prochain match, ce sera beaucoup joué dans un meilleur esprit. L'arbitre Alain Sars écœuré, le choc entre Marseille et Monaco a tourné au vinaigre. 2 expulsions sur le terrain, une de chaque côté. Mais surtout, un grave incident qui déclenche l'une des grosses polémiques de l'année. À la mi-temps du match, Gallardo est agressé par l'entraîneur adjoint de l'OM, Christophe Galtier. L'OM s'impose 4-2, mais Galtier écope de 6 mois de suspension. Il fallait bien que ça arrive un jour. Éric Durand encaisse un but à Furiani. Le Rennais Chabanine Nonda met un terme à 987 minutes d'invincibilité, soit plus de 10 matchs. Mais Rennes est tout de même battu à Bastia. La course à la 2e place et à la Ligue des Champions devient de plus en plus chaude. Il n'est plus temps à présent de laisser des points en route. Lyon s'impose au Havre 1-0. Sonny Anderson inscrit son 20e but et rejoint en tête du classement des buteurs David Trezeguet qui lui avait chippé le leadership la veille.
Avec 3 points d'avance sur le PSG, Lyon est en position de force, mais attention à Bordeaux qui s'incruste dans la lutte à la faveur d'une 4e victoire consécutive obtenue à Sedan durant les arrêts de jeu, but de Christophe Dugarry. Lyon, Paris, Bordeaux, ils sont désormais 3 pour 2 places. Monaco a besoin d'un point pour être mathématiquement sacré à 4 journées de la fin. Face à Nancy, ce point se fait attendre puisque dans les arrêts de jeu, ce sont les Nancéens qui mènent 2-1 à la surprise générale. Mais Perchaud a surgi, il égalise. Cette fois, ça y est, le club du Rocher ne peut plus être rattrapé. Le Bordelais Feidono, la saison précédente, cette fois le franco-croate de l'ASM Dado Perchaud. Il est décidément écrit que les buts du sacre doivent être inscrits par des remplaçants. Cette réussite symbolise en tout cas la richesse d'un effectif exceptionnel et d'une étonnante jeunesse, jusqu'à son entraîneur Claude Puel qui boucle avec un titre sa première saison complète sur un banc de touche. 3 ans après son dernier sacre, Monaco est à nouveau champion. Les Monégasques et leur attaque de feu, Simone Trezeguet, alimenté par Gallardo. Monaco et sa défense Poupon qui affiche hors Fabien Barthez une moyenne d'âge inférieure à 22 ans. Dans les vestiaires du stade Louis II, c'est la liesse. Le titre a été long à venir. Encore ce soir pendant 90 minutes. Le principal, c'est la délivrance. Le principal, oui, c'est que le titre soit acquis officiellement. On attendait que ça. C'est vrai qu'on n'a pas fait un grand match. Comme il part bien. C'est vrai qu'on n'a pas fait un grand match, mais bon, on est vraiment content de. C'est le résultat. On s'en fout. Exactement. On est vraiment content de. Voilà, c'est bien. De pouvoir. Allez Monaco. Voilà, allez Monaco, comme il a dit. Non, on est content de pouvoir participer avec le public, de communier avec le public. Les premières réactions, Fabien, quand on voit ça, ça a été long à venir, mais le principal, c'est que vous soyez champion. Ça a été long. C'est arrivé hier soir, on attendait le résultat de Lyon, savoir s'il faisait match nul. À part s'il gagnait tous les matchs 7 ou 8-0 et que nous on en prenait 7 ou 8, c'est que comme ça où on pouvait plus être champion, mais bon, il fallait être réaliste hier soir, on savait que hier soir on était champion. Oui, champion. Et au vu de la saison, Fabien, Monaco est un très très beau champion. Comment ? J'ai au vu de la saison, Monaco est un très très beau champion. Monaco fait un beau champion, oui, surtout avec l'équipe qu'il y a eu, une équipe assez jeune et qui a toujours su se remettre en question. Bon, c'est ce qui a fait notre force cette saison. Bravo Fabien. Voilà, tous les joueurs l'ont réclamé et le président Campora va aller dans la piscine avec tout le monde. Ah ça c'est une image assez rare, hein. Je crois qu'on l'a. Vous qui avez joué à Monaco, Fabrice, est-ce que vous aviez déjà vu ça? Non, je ne l'ai jamais vu et c'est vrai que le président, je pense, est très 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 heureux. C'est un titre qu'il voulait absolument. C'est extraordinaire ça. Et je suis en compagnie de Sabri Lamouchi justement, Hervé. Sabri, quand on voit ça, c'est vrai que c'est extraordinaire. On ne l'a jamais vu à Monaco. Ça veut dire que l'équipe, eh bien, il y avait vraiment quelque chose pour réaliser un grand truc cette année. Ouais, et malheureusement, je dirais entre guillemets, on n'est que champion. On n'est que champion de France. C'est pas chose facile à faire. Mais c'est vrai qu'on aurait pu faire beaucoup plus. On aurait pu, mais bon, avec des si, on peut faire beaucoup de choses. Alors on savoure ce qu'on a pris au minimum, c'est-à-dire le titre. Et il a été nettement mérité. Ambiance moins joyeuse à Bordeaux où les supporters n'ont pas apprécié l'élimination en demi-finale de la Coupe par les amateurs de Calais. Hervé Alicart, lui, n'était pas là contre les Calaisiens. Il transforme 2 pénaltys. Bordeaux bat le Havre 3-0. Beaup retrouve le sourire. Bordeaux à 2 points du deuxième. Un deuxième qui est toujours l'Olympique lyonnais, pourtant tenu en échec dans le derby retour contre Saint-Etienne. Anderson bute tout au long des 90 minutes sur un Alonso impérial. Les Verts peuvent être contents. Ils sont venus chercher chez leur plus grand rival le point qui assure définitivement leur maintien. Le pauvre loulou Nicolin doit se faire une raison. Après 14 ans de présence ininterrompue parmi l'élite, son club chéri de Montpellier va descendre d'un étage. C'est désormais inéluctable et mathématique après cette nouvelle défaite à domicile face à Metz. Pour la Ligue des Champions, les gardiens de but sortent le grand jeu. À Saint-Etienne, le Bordelais Ulrich Ramé détourne le pénalty d'Aloisio, un arrêt qui vaut les 3 points de la victoire puisque les Girondins préservent leur avantage de 2-1. Le lendemain, scénario comparable pour Bernard Lama qui repousse la frappe de nez.
et préserve à son tour la victoire de son équipe à Bastia. Bordeaux et Paris au coude à coude dépassent Lyon, battu à Lens. Bordelais et Parisiens poussent le mimétisme jusqu'à inscrire des buts qui se ressemblent. À Geoffroy-Guichard, Dugarry inscrit un lob génial qui cloue sur place Jérôme Alonso. Chambré durant toute la partie par les supporters verts, Dugarry comme à Marseille savoure sa revanche. C'est également grâce à un lob d'Igor Janowski que les Parisiens obtiennent une victoire à l'extérieur sur la pelouse de Furiani. Un véritable exploit puisque les Parisiens sont les premiers à repartir vainqueurs de l'île de Beauté. Retour à la maison réussi pour Christophe Dugarry. Après le Milan AC, le Football Club de Barcelone et l'Olympique de Marseille, le Girondin est donc revenu à ses premières amours et elles n'ont pas pris une ride. 3 buts décisifs sous le maillot mariné blanc. En quelques semaines, Dugas s'est imposé comme titulaire indiscutable chez les champions de France en titre. Le mystère, c'est toujours ces sifflets qui accompagnent chacun de ses gestes lorsqu'il joue à l'extérieur. L'un des plus grands talents de notre championnat mérite assurément un autre traitement. C'est quand même aujourd'hui les adieux à un public qui a commencé avec moi en 1961 au nombre de 330 de moyenne. Nous terminons cette saison avec un record absolu des 20 années de première division, plus de 12 000 spectateurs de moyenne dans une ville de 40 000 habitants. Vous voyez, il faut aller chercher les grands-mères et les bébés. Donc je voulais les saluer une dernière fois, c'est là, mais enfin je dis toujours que ma plus grande joie c'était la montée de DH en CFA, mais ça s'est passé à Mont-Soleil-Mines. Alors les grandes heures du stade Abbé Deschamps, je pense que c'est le match au Sercan de la montée de la 2e division en première que nous avons gagné 2-1 après avoir été mené 1-0. Et ensuite, eh bien sûr, c'est les Coupes d'Europe, les phases ultimes de Coupe d'Europe, par exemple la demi-finale contre Dortmund où nous perdons 6 pénaltys à 5. Et puis plus récemment, là, il y a juste un an, et contre Rennes justement, un match dramatique, on était très mal parti, il fallait absolument le gagner pour se maintenir, on a gagné 2-0. C'était un très grand moment aussi parce que petit à petit dans ma tête, j'ai dit je vais arriver à leur faire 10 ans en première division, puis après 15 ans, puis après 20 ans, puis après j'ai dit là, il y aura peut-être la barrière de l'âge, mais quand j'ai vu cette 20e année arriver, j'ai dit je vais la faire. Et puis quand j'étais près de la finir, j'ai dit écoutez, le système métrique, c'est un beau système arithmétique. 20 saisons de première division, l'an 2000, alors c'est le moment d'arrêter. Après 40 ans passés sur le banc auxerrois, Giroud prend donc du recul. Bernard Lama, lui, jouait pour la dernière fois au Parc des Princes, sous le maillot du Paris Saint-Germain. Les supporters lui font un triomphe. Il quitte le club au sommet puisque le PSG obtiendra une semaine plus tard une place en Ligue des Champions. Vous avez eu la chance à traverser au cours de toute son époque, ce club doyen, ne l'oubliez pas, des moments plus pénibles que celui-là. Donc je pense que c'est pas une période de crise, c'est tout simplement une fin d'un cycle de 9 années en première division, ce que le club n'avait jamais su faire. Il était resté maximum 3 ans consécutifs, là ça fait 9 ans. Bon, c'est regrettable, c'est un échec, il ne faut pas avoir peur des mots, c'est un échec, mais je crois que des échecs, il faut savoir rebondir, penser à l'avenir et de savoir ce qu'on fera de cet avenir justement. Vous l'avez compris, le Havre est relégué, c'est désormais officiel. Quelques jours plus tard, le président Hureau mettra un terme à 20 ans de présidence du club normand. L'avenir du HAC se fera sans lui. Si Montpellier et le Havre descendent officiellement, on ne sait pas encore qui les accompagnera. Parmi les équipes menacées, le Football Club de Nantes Atlantique, le plus vieux pensionnaire de la première division. 37 années de présence consécutive parmi l'élite. Et un espoir de 38e année qui subsiste grâce à cette victoire sur Sedan 1-0, un but d'Alioune Touré. Pour Nantes, comme pour Nancy, Rennes, Troyes et Marseille, tout se jouera lors de la dernière journée. Je pense que on a fait ce qu'il fallait faire, gagner, et après il reste un match de championnat au Havre qui va être délicat également. Mais il fallait surtout l'emporter ce soir et ça a été fait, même difficilement, mais ça a été fait, c'est le principal. Et lors de cette dernière journée, l'équipe la plus menacée est l'Olympique de Marseille, car c'est elle qui a la tâche la plus difficile. Pour rester en D1, les Marseillais ont besoin d'un nul à Sedan. Des Sedanais peu disposés à faire des cadeaux, car ils jouent, eux, une place en Coupe Intertoto. Menés 1-0, les Olympiens égalisent juste avant la mi-temps par Jérôme Leroy.
En seconde période, les Phocéens, encouragés par un bon millier de supporters, vont même prendre l'avantage par Ibrahima Bakayoko. Ils semblent alors se mettre à l'abri, mais les dernières minutes seront longues. Après l'égalisation de Sedan, les 5 minutes d'arrêt de jeu sont celles de l'angoisse pour Bernard Casoni et ses hommes. Si l'OM encaisse un but, l'OM descend. Finalement, M. Bré libère la Canebière. Grand ouf de soulagement pour Yves Marchand, le président de l'OM. Marseille reste en D1 in extremis. Je suis content pour les joueurs parce qu'ils sont donnés à fond. Ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes dans des conditions difficiles. Bon, c'était pas évident pour eux. Donc je suis très content pour eux, puis surtout pour tous les Marseillais, pour tous ceux qui aiment l'Olympique de Marseille et qui aiment voir l'Olympique de Marseille dans les meilleures conditions aussi. Patrick Remy, lui, n'aura pas le temps de goûter au bonheur sedanais. Quelques jours plus tard, l'homme qui a amené le club ardennais en Coupe Intertoto sera limogé par ses dirigeants. Si Marseille est soulagé, Nancy est dépité. Tony Cascarino, malgré ses 15 buts à 37 ans, Cascarino donc, et ses coéquipiers sont inconsolables. Nancy descend à la différence de buts, 2 malheureux buts de moins que l'Olympique de Marseille. Pourtant, avec 42 points, l'AS Nancy-Lorraine a fait tout ce qu'elle pouvait. La saison précédente, un total équivalent lui aurait valu une participation à l'Intertoto. Aujourd'hui, je suis content de la prestation de mon équipe. Je ne pense pas qu'on aurait pu faire mieux. C'était un match plein avec beaucoup de dynamisme, avec tout ce qu'il faut. Et puis, malgré tout, on ne peut pas être heureux. Aujourd'hui, on est triste. Voilà. En haut du tableau, la lutte a également été rude. Bordeaux a même cru coiffer l'Olympique Lyonnais sur le poteau, mais ce but du Bastier Prince, inscrit dans les dernières minutes, oblige Bordeaux à se contenter de la Coupe UEFA. C'est finalement Lyon qui jouera le tour préliminaire de la Ligue des Champions. Lyon 3e, comme la saison précédente. Les Gones terminent par un nul à Montpellier. Sonny Anderson inscrit son 23e but et remporte le titre de meilleur buteur du championnat. Enfin, la meilleure place revient au PSG, qualifié directement pour la plus prestigieuse des compétitions européennes. Paris, vice-champion de France, revient au premier plan. On n'a pas toujours rigolé, hein. Et puis bon, ça s'est bien goupillé. Et à partir de là, je crois qu'on mérite cette deuxième place, étant donné que pratiquement depuis le début de la saison, on est toujours resté dans les 4 premiers. 3 ans seulement après son dernier titre, l'AS Monaco est donc championne de France pour la 7e fois de son histoire. L'équipe monégasque met fin à 6 années d'alternance au palmarès de la compétition. Elle a dominé largement le championnat, plus grand nombre de victoires, meilleure attaque, 69 buts, dont 22 de Trezeguet et 21 de Simonet. La défense la plus efficace est celle de Metz, 33 buts encaissés, cela fait moins d'un par match. Metz qui n'a perdu que 8 fois cette saison, c'est-à-dire une fois de moins que Monaco. Le meilleur passeur est Marco Simonet, 15 passes décisives, ajoutées à ses 21 buts, ce sont des statistiques extraordinaires pour l'Italien. Sonny Anderson, on l'a vu, termine meilleur buteur du championnat de France pour la 2e fois de sa carrière. La première, c'était en 96 avec Monaco. Plus de 22 000 spectateurs par match, c'est la meilleure moyenne de l'histoire. Monaco et le PSG joueront donc la Ligue des Champions. Lyon en disputera le tour préliminaire. Bordeaux rejoint Nantes et Guignon, vainqueurs des coupes en UEFA. Les 3 malheureux de la saison sont donc Nancy, Le Havre et Montpellier. Ils laissent leur place à Lille, champion de France de D2, Guingamp et Toulouse. Voilà pour le bilan d'un championnat qui restera pour toujours le dernier du XXe siècle. Je m'amuse en galégeant un petit peu. Je dis que le titre de l'an 2000 restera dans les mémoires pendant 10 ans.